Est battue et violée par son mari. Mariam Rouavili fait partie de ces nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Si toutes ou presque préfèrent taire leur souffrance par peur ou par honte, pour briser les tabous qui rongent la société mahoraise, cette mère de famille a décidé de libérer sa parole. Elle s'est confiée à Anastasia Laguera, Daniel Abdou. C'est à travers sa page Facebook que Mariam Rouavili a trouvé la force de briser le silence. Les lignes qu'elle écrit font froid dans le dos. La jeune femme décrit le calvaire que lui a fait vivre celui qu'elle qualifie aujourd'hui de prédateur sexuel, son ex-mari. Tout commence au début de cette année. La sociologue a 36 ans. Mère célibataire, elle dit n'avoir jamais rêvé de mariage, jusqu'à ce qu'elle rencontre cet homme. Il a tout de l'homme parfait, mais deviendra en fait son bourreau. Des formes de violence, des humiliations en permanence. J'ai rencontré un homme qui n'a pas su me dire, qui n'a pas su être doux avec moi. Mon cou, c'est son espace favori. L'enfer durera 4 mois et demi. Maria intériorisera sa souffrance et fera bonne mine à l'extérieur. Jusqu'au jour de l'Aïd, rouée de coups, la fête se terminera aux urgences. Elle prend la poudre d'escampette, mais sa famille l'incite à rester par peur des qu'en dira-t-on. Les médiations s'enchaînent, mais la victime ne résistera pas. Quel cadeau de l'Aïd va me donner à m'envoyer aux urgences? Ça c'est un mari ça? Oui, j'ai demandé mes talaks. Qu'on ne vienne pas me dire qu'une femme ne demande pas ses talaks. Quelle valeur on va donner au talak si un homme passe son temps à tabasser et à violer sa femme? Aujourd'hui, Maria a déposé plainte contre son ex-conjoint. Elle attend que d'autres voix s'élèvent, celle de toutes ces femmes mahoraises qui subissent les violences conjugales. Et j'invite à toutes les autres femmes qui sont là, qui sont sous l'emprise de ces délicats conjugaux, de leur dire stop. Parce qu'ils sont plus violents que le coronavirus qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. Sollicité, le mis en cause n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Il dit avoir saisi également un avocat et laisse l'enquête suivre son cours. Et pendant ce temps, le torchon brûle toujours entre l'ancienne et la nouvelle équipe du SMEAM. À l'issue de l'élection, plusieurs recours ont été déposés auprès du tribunal administratif. Un tribunal qui a déjà rejeté l'une des requêtes du syndicat mixte d'assainissement d'eau et d'assainissement de Mayotte portée par Moussa Mohamadi Bavi. Ce dernier réclame toujours l'annulation de l'élection de Fardine Amada, élu nouveau président du SMEAM le 30 juillet dernier. En attendant l'examen des recours, chaque parti estime être dans son droit. On va écouter respectivement Saïd Mohamadi, chargé de communication de Moussa Mohamadi Bavi, suivi de Yanis Souaili, premier vice-président de la nouvelle équipe. Il n'y avait pas urgence à statuer tout de suite puisque le contentieux était quand même assez lourd. Je rappelle une nouvelle fois, étant donné qu'il n'y a pas eu de blocage du syndicat d'ISO ni de dégradation ou autre, le président du tribunal a jugé nécessaire de prendre le temps d'analyser l'ensemble des pièces qu'il a reçues afin de se prononcer sur les requêtes en annulation et en suspension qui ont été déposées. Donc cette procédure dure entre 48 à 1 mois, voire un peu plus, compte tenu des éléments qui sont portés à sa connaissance. Et nous sommes confiants quant à la justice de notre pays et nous restons hachir, comme on le dit chez nous, par rapport à la décision qui sera donnée par rapport au président du tribunal. Ils ont fait ce qu'on appelle un référé liberté et un référé suspension. Ces deux référés ont été rejetés par le tribunal administratif sans même qu'ils soient audiencés. Ça veut dire que le tribunal a estimé que les deux référés n'étaient pas fondés. Par contre, effectivement, subsiste un recours en annulation, c'est-à-dire sur le fond de l'élection. Les référés tendaient à suspendre l'élection du président. Là, aujourd'hui, reste le recours en annulation qui demande à l'annulation de l'élection du président. Effectivement, ce recours est toujours en cours. Il sera examiné, je pense, au moment où le tribunal administratif examinera également les recours municipaux contre les élections des maires qui sont contestés. Pour le moment, effectivement, on est confiant puisque le tribunal n'a pas fait droit aux demandes de référé. Donc pour le moment, on est l'équipe officiellement élue. On va continuer à travailler et on reste confiant dans le cadre des recours en annulation déposés par notre adversaire.
Et dans le même temps, les assoiffés du Sud tirent la sonnette d'alarme sur les niveaux de retenue collinaire, un niveau extrêmement bas alors que la saison des pluies est encore loin. L'association constate également un gaspillage de la ressource au niveau des rampes installées par l'ARS pour permettre à une partie de la population de bénéficier de l'eau potable en pleine crise sanitaire. Le spectre de la crise de l'eau de 2017 semble plus que jamais planer chez les assoiffés du Sud. À l'île Maurice, la population fait face à une véritable catastrophe écologique. Comme vous le savez, depuis le 25 juillet dernier, un cargo, le Wakashio, s'est échoué dans les eaux mauriciennes. Depuis, plus de 1000 tonnes d'hydrocarbures se sont déversées dans la mer. Le vraquier menace désormais de couler. Regardez. Il travaille sans relâche et essaie tant bien que mal d'évacuer le fioul déversé dans le lagon. Les bénévoles et les autorités mauriciennes en sont à leur 6e journée de nettoyage du lagon dans les zones affectées. Les images de l'eau turquoise souillée circulent sur les réseaux sociaux. Et à Mahébourg, ce sont des milliers de personnes qui confectionnent les boudins à base de paille et de cheveux. Objectif, contenir cette impressionnante marée noire qui continue de s'étendre. Malgré ces images fortes, le gouvernement affirme contrôler la situation. Jusqu'à là, le bateau pas encore cassé. Et vous confirmez aussi qu'à ce jour, n'a pas aucune fuite de l'huile qui perd dans la mer. Le naufrage du Wakashio, véritable catastrophe écologique, interpelle la communauté internationale. Les ONG se mobilisent et presque 6 millions de roupies ont déjà été récoltés via un crowdfunding dans l'espoir de lutter contre cette marée noire. Que s'est-il passé? Que faisait le vraquier aussi près des côtes mauriciennes? Les marins interrogés par les autorités de police ce lundi 10 août indiquent qu'ils fêtaient un anniversaire à bord. Les membres de l'équipage et le capitaine du Wakashio seront également entendus par la police dans les prochains jours. Sur les dernières images de la presse mauricienne, on voit le vraquier se fissurer de plus en plus. Non loin, les volontaires continuent de nettoyer le littoral sud-sud-est de l'île Sœur. Autre drame, celui qui a coûté la vie à 7 personnes dont 6 Français. Au Niger, elles travaillaient toutes pour l'ONG Acted. Les humanitaires ont été tués dimanche par des hommes armés. Les victimes avaient entre 25 et 35 ans. Tous avaient choisi de consacrer leur vie aux plus démunis. Hugo Pufnet avec Clément Martin. Elle avait 30 ans et voulait aider dans l'un des pays les moins développés au monde. Charline, tuée dimanche matin au Niger, humanitaire d'Acted et ancienne doctorante de l'université Aix-Marseille, qui a confirmé son décès hier soir. Nous ne l'oublierons pas. Nous adressons nos sincères condoléances à son oncle, sa famille, ses amis et ses proches. Baccalauréat, master, doctorat, un parcours universitaire brillant, comme la plupart des victimes d'Acted. Dans ce véhicule de l'ONG, retrouvé calciné, criblé d'impacts de balles, se trouvait aussi Nadifa. Elle avait travaillé auparavant au ministère des Armées. Et Stella, ex-salariée d'une autre organisation humanitaire, Oxfam. Les deux avaient suivi une formation dans cet institut de Vénissieux en région lyonnaise. Un cursus dédié aux humanitaires en zone dangereuse, où ils apprenaient par exemple à piloter et réparer leur 4x4. Autres membres de l'ONG disparus, Myriam, originaire de Montpellier, et Antonin, originaire lui de Bretagne, diplômé de l'école normale supérieure Paris-Saclay. La plus jeune des victimes s'appelait Léo, 25 ans. Volontaire international, il était chargé de logistique à Niamey. Les 2 victimes nigériennes sont connues elles aussi. Boubacar, le chauffeur employé d'Acted, et Kadri Abdou, le guide, ancien agriculteur, habitant de Kouré. Depuis 20 ans, il emmenait les touristes à la rencontre de ces girafes Peralta, une espèce rarissime. C'était le président des guides locaux. Il fait partie des gens qui étaient là depuis la création de l'association des guides. Moi, jusqu'à présent, je ne reviens pas. Hein. On était chaque fois ensemble. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Ce matin, l'ONG française annonce suspendre toutes ses activités au Niger, mais elle ne quittera pas le pays.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle de banga, on fait tout de suite référence au casantol, synonyme de pauvreté et d'habitat insalubre. Pourtant, il y a encore quelques années, le banga désignait plutôt cette maisonnette fabriquée à base de terre qui servait de garçonnière pour les adolescents. Il a peu à peu disparu du paysage. À Ouangani, des cousins ont décidé de reconstruire un banga traditionnel façon 2020. Le sujet est signé en Liette Bonaissa, Daniel Abdou. Aliamidi, Abdi et Milté ont décidé de retomber en adolescence en construisant un banga New Look. Banga, ce rite de passage vers le monde adulte où les garçons quittaient leurs parents à la puberté pour se construire une case en terre dotée d'une structure en bois sous un toit de chaume de cocotier. Aujourd'hui, ces trois cousins innovent. Un banga en duplex avec des fenêtres en vitre fait son apparition. Moi, je travaille dans un bâtiment, je vois tous les gens ils courent derrière le béton. Moi, je voulais mettre ça en innovation, quoi. J'ai rénové, donc je voulais moderniser, quoi. C'est pour ça que j'ai modifié beaucoup de choses dedans. Cette autre façon de construire une garçonnière à la mahoraise a ravivé des souvenirs, de bons souvenirs. Moi, quand je touche cette boue, ça me rappelle l'enfance. Parce que mon enfance, j'étais berné sur ça à l'âge de 13 ans. J'ai quitté le logement familial et j'ai construit mon premier banga. Donc ça me rappelle l'enfance, ça me rappelle la discipline, ça me rappelle les jeux, ça me rappelle tout ça, ça me rappelle les règles de la société. Le mortier utilisé nécessite des bras, c'est pourquoi la moussada, autrement dit l'entraide, est importante, voire primordiale. Des amis viennent prêter main forte pour sa confection. C'est un mortier, on va dire à l'ancienne, confectionné de paille et de l'eau. On va dire dans un premier temps, on coupe la paille en petits morceaux. Ensuite, dans un second temps, on mélange la paille avec de la terre et on le mélange avec de l'eau et les pieds. En fait, c'est un travail qui nécessite beaucoup de physique, mais bon, on est là, on va dire, pour toute la journée, donc on a le temps, on prend du plaisir à faire ça, donc voilà. Face à la modernité de la vie du monde aujourd'hui, on est amené à s'aligner sur la modernité, mais à nous cette génération qui a vécu l'époque du banga, de transmettre ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine. Ce patrimoine, cette richesse à nos jeunes générations qui viennent. Aujourd'hui, notre grand frère Kofi a montré l'exemple, mais pourquoi pas moi demain, dans mon chantier en haut là, reconstruire, bâtir un banga à mon nom et que mon fils sera à côté et les autres voir qu'est-ce que c'est qu'un banga. On dit que jusqu'à ce que les générations futures aient la nostalgie de ce qu'elles n'ont pas connu et se remettent à faire de l'authentique, le banga, à croire ce que ses amis de Ouangani viennent de réaliser, sa morphologie, ce banga a encore de beaux jours devant lui. Fin de cette édition, dans un instant le journal en mahorais. Merci de votre attention, excellente soirée à tous. Europe à Mayotte recrute de jeunes ambassadeurs. Tu es en 3e au lycée ou à l'université? Tu désires partager les valeurs de ton île et découvrir l'Europe? Alors participe au concours pour devenir l'un des 12 ambassadeurs de Mayotte en Europe. Lors d'un voyage prévu en 2021, tu pourras visiter les institutions européennes à Paris,